Bonjour et bienvenue dans Sans Tabou. Je suis Manon, passionnée de podcast et curieuse de tout. Et moi Jo, photographe culinaire et illustratrice. Et toutes deux, nous nous interrogeons constamment sur les tabous dans notre société. Alors on s'est dit, pourquoi pas en faire un podcast ensemble ? Ce podcast est finalement né d'une réflexion, mais surtout d'une belle rencontre entre deux parcours bien différents. Si vous aimez parler des sujets qui mettent la plupart d'entre nous mal à l'aise, car vous comprenez, ça ne se fait pas d'en parler, ici nous prendrons le temps et la liberté d'en parler avec vous grâce à des témoignages. Nous mettrons également en lumière certains questionnements en interrogeant des professionnels. Pour témoigner, vous pouvez nous envoyer un mail à sanstabou.podcast@gmail.com. Alors, prenez un cookie, un thé ou un bon verre de vin, car c'est tout de suite dans Sans Tabou. Mon invitée du jour est Léonie, une jeune femme altruiste et pleine d'amour qui pendant longtemps préférait s'occuper des autres pour mieux s'oublier. Je m'explique. Dû à un mal-être intérieur, Léonie développe peu à peu, sans s'en rendre compte, des troubles du comportement alimentaire, dits TCA. Ces troubles sont liés à beaucoup de choses, notamment les dictats de la société qui prônent le corps parfait, souvent véhiculés par les médias et plus particulièrement les réseaux sociaux. Bien sûr, la fragilité qui était en elle n'a pas aidé à cela. Si vous souhaitez témoigner et échanger sur le sujet du jour, n'hésitez pas à commenter ou bien nous envoyer un mail à sanstabou.podcast@gmail.com. Mais je m'arrête ici pour vous laisser écouter son témoignage. Bonjour Léonie, Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va, merci. Du coup, Léonie, j'ai 25 ans, je vis sur Grenoble en ce moment depuis 3 ans, je crois, à peu près. Et voilà, du coup, je suis salariée. Et voilà. Aujourd'hui, on voulait parler de TCA. Déjà, qu'est-ce que la TCA ? Et bien, du coup, TCA, c'est un acronyme, c'est ça, un acronyme pour trouble du comportement alimentaire. Il y en a plusieurs, du coup. Donc l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie. Après, il y en a un nouveau qui commence à apparaître un peu et qui est considéré un peu comme un TCA, c'est l'orthorexie. Donc l'orthorexie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu le contrôle de l'alimentation, pas en termes de quantité, mais en termes de qualité. Et moi, du coup, je peux notamment témoigner. En fait, j'ai vécu un peu les trois de l'ortho. Non, mais les quatre même. Comment c'est arrivé, quoi ? Et à quel âge ? Alors, l'âge, du coup, c'était en 2016, là, on est en 2021. J'avais, du coup. Oui, donc j'avais 20 ans. C'était pendant mes études. Donc, il faut savoir, à la base, j'ai fait des études d'éducatrice spécialisée, donc des études assez stressantes, qui nous font un peu réfléchir sur nous. Et du coup, je me souviens vraiment un peu comment ça... Non, ça a commencé en 2015 même. Je vivais un stage en plus, c'était pendant mon stage de 2e année, donc un long stage qui est assez prenant. Et à la base, ça a commencé assez naturellement, si je peux dire ça comme ça, dans le sens où je complexais un peu sur mes poignées d'amour. Et du coup, je me suis dit, je vais me mettre à faire un peu de sport et je vais commencer à faire attention à mon alimentation, à faire un rééquilibrage alimentaire. Et au début, c'était bien, quoi. Enfin, je me sentais bien dans ma peau. J'avais vraiment l'impression d'être une meilleure personne. Je faisais attention à ce que je mangeais. Du coup, j'avais l'impression que ce que je mettais dans mon corps, c'était bien et que du coup, ça faisait de moi quelqu'un de bien. Et en fait, je me suis pas rendu compte que ça devenait un peu trop obsessionnel, en fait, que ça prenait un peu trop de place, que c'était plus vraiment naturel et que ça faisait plus vraiment du bien, en fait. Tu pensais qu'à ça ? Je prévoyais tous mes repas, dans le sens où, par exemple, le midi, je pensais à ce que j'allais manger le soir pour voir pour équilibrer ce que j'allais manger le midi. J'avais banni tous les féculents le soir. Le soir. Le midi, j'en mangeais, mais dans des quantités un peu réduites. Ouais. Je pesais je pesais les féculents. Alors, il faut savoir aussi, je pense que c'est un peu lié, mais que ma petite sœur, a fait pas mal de régimes dans son enfance. Et du coup, j'ai vécu dans un environnement un peu de régime. Moi, j'ai toujours été très mince. Du coup, j'ai jamais fait de régime. Mais mon père et ma sœur étaient un peu toujours au régime. Du coup, je voyais un peu comment il fallait faire pour perdre du poids, en fait. Parce qu'ils avaient des problèmes de poids ou... Ma sœur, quand elle était petite, alors je sais pas si on peut parler d'obésité, mais oui, elle était en surpoids. C'était, voilà. Et mon père, un peu...
j'étais un peu comme un papa, mais enfin un peu... Le petit bidon, quoi. Oui, voilà. Et après, bon, il a toujours voulu faire attention à son poids. Et voilà, du coup, donc j'ai commencé à suivre un peu limite leur régime, en fait. Alors que j'avais pas du tout besoin de perdre du poids. J'avais un peu de graisse au niveau des poignées d'amour, mais c'est un peu normal, surtout à cet âge-là, pour une femme. Et du coup, je sais pas trop comment ça a évolué. En fait, j'ai commencé à vraiment perdre beaucoup de poids. Mais moi, je me rendais pas compte. En fait, c'est ça qui est fou, parce que maintenant, j'ai énormément de recul dessus. Mais pour moi, ça allait vraiment bien, en fait. Enfin, dans le sens où je me rendais pas compte que je perdais énormément de poids. Moi, je me sentais juste mieux dans ma peau. En plus, je faisais pas mal de sport, donc bon, ça a accéléré la perte de poids. Mais du coup, j'avais des abdos, voilà. Parce que tu essayais de ressembler à ce que tu pouvais voir. En plus, voilà, je suivais pas mal de comptes sur Instagram, de fit girl, comme on dit. Ça aide bien, ça. Ouais. Et puis, je pense qu'il y avait un peu le côté aussi où, voilà, je voulais plaire aussi, enfin, un peu par rapport au regard des autres, ou en fait, je sais pas si je plaisais plus parce qu'au bout d'un moment je suis devenue vraiment j'étais vraiment très maigre et moi après voilà, on a chacun nos standards de beauté, mais quand je revois les photos maintenant, ça me choque en fait, et je me dis mais enfin voilà, c'est impressionnant. Et du coup alors je sais plus après, parce que même je me rappelle avec mon copain, du coup les repas c'était compliqué, et en fait au bout d'un moment je me suis rendu compte que ça me faisait quand même du mal, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème dans le sens où je pleurais par rapport à l'alimentation des fois, où j'osais pas manger certaines choses, et du coup ça me coupait un peu de certains moments, où voilà, du coup quand j'allais à certaines fêtes, et du coup je pensais que à ce qu'il allait avoir à manger. En fait je profitais même plus de moments que je passais avec mes amis, parce que je pensais tout le temps à la nourriture. Et je me rappelle, aussi des fois j'allais à des soirées, et en fait il y avait du coup des buffets. Et en fait, c'est un peu normal quand on est sous-alimenté, parce que du coup, je mangeais clairement pas assez. En plus, je m'étais mis à faire du sport et à moins manger. Donc, au bout d'un moment, il y avait un déséquilibre. Mon corps, il était là, ça va pas, il faut que tu manges. Et du coup, c'est souvent dans l'anorexie, du coup, il peut y avoir des moments de crise de boulimie, un peu, où on se met à manger en quantité quantité très importante pour laps de temps. Et en fait, clairement, je faisais des crises comme ça à des soirées où je mangeais tout ce qu'il pouvait y avoir sur le buffet, parce que c'était des choses que je m'interdisais en temps normal. Et du coup, j'étais un peu là, aujourd'hui c'est bon, c'est libre. C'est exceptionnel. Et voilà, et du coup, profites-en, mange tout ce que tu peux manger, et puis demain tu recommenceras à faire attention. Et je me rappelle aussi, notamment d'une soirée, et là, ça a commencé un peu aussi à prendre je pense que ça a vraiment marqué aussi un tournant dans ma façon de m'alimenter. C'est que en fait, pendant une soirée, une de mes amies m'a dit: ah oui, mais moi des fois quand je mange trop, je me fais vomir. Mais en rentrant de soirée, je me fais vomir quand je sens que j'ai trop mangé. Qu'est-ce que je fais en rentrant chez moi? J'essaye de me faire vomir. Et je suis pas sûre d'avoir réussi la première fois, parce que c'est dur de réussir à se faire vomir. Le problème, c'est que quand on y arrive une fois, on se rend compte à quel point c'est facile après. Ah ouais? Ouais, c'est une habitude à prendre. Je vais pas dire des techniques, parce que oui, mais du coup on prend oui, après le corps il est habitué, et je vais pas donner de technique parce que c'est un peu, voilà. Oui, non, mais oui, après on sait comment on arrive à se faire vomir, et en fait du coup c'était un peu mon excuse aussi, parce que du coup je savais que je pouvais me faire vomir, parce que c'était vraiment une peur de prendre du poids. Au bout d'un moment, comme je voyais que j'avais plus de poignée d'amour, que je me sentais mieux dans ma peau, j'avais peur de grossir, et du coup quand je mangeais en quantité énorme, je me disais c'est pas grave, parce que de toute façon tu vas te faire vomir, tu feras du sport demain, et voilà, c'est clairement des mécanismes d'anorexie en fait. Moi au début c'était pour faire du bien à mon corps, dans le sens, c'était un peu de l'orthorexie, parce que du coup je faisais énormément attention à ce que je mangeais, dans le sens pas trop de sucre, j'avais banni le sucre même, pas trop de gras, je mesurais les cuillères d'huile que je mettais dans mes sauces ou dans mes plats. Et t'arrivais à faire du sport? Et j'arrivais à faire du sport, ouais. Je me motivais, je me forçais, j'avais des jours, Parce que tu devais pas avoir beaucoup d'énergie, pour avoir les féculents, le sucre, le gras. Et alors moi, j'en garde un souvenir d'une période où justement j'avais plus d'énergie, mais je pense qu'on arrive tellement à se mentir à soi-même. Ouais. Que du coup je me souviens que j'avais froid, par contre. Ça c'est souvent quand on est très mince. Je pense que c'est logique. Après, oui, on a moins de gras, et le corps il a pas de graisse en fait, du coup. Hey, petite pause pub par ici. Non, je vous rassure, ce ne sera pas long. On voulait juste vous informer que nous avons une newsletter depuis fin octobre maintenant.
Vous y trouverez les actus et nos recommandations du mois, seulement un envoi chaque dernier lundi de chaque mois, à lire en 5 minutes entre le café et la tartine grillée le matin. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour vous inscrire ? Le lien est sur notre site internet, n'attendez plus. Allez, je vous laisse continuer à écouter. Et aussi, j'avais plus mes règles. Et ça, je me suis pas rendu compte que c'était lié. Enfin, vraiment, moi, j'étais dans un déni total au début. Hein. Enfin, pour moi, je me faisais vomir. Enfin, c'est pas très grave. En plus, pas dans le sens où mes amis m'engrainaient, pas du tout. Mais en fait, elles se sont on s'est mis un peu à faire du sport en même temps, à se donner des programmes de sport. Et alors, je sais plus si elles ont commencé à faire attention à leur... Si, elles ont commencé... Enfin, il y en a une notamment qui faisait un régime aussi à ce moment-là. Et du coup, on s'engrainait, mais inconsciemment un peu, parce que moi ça a pris des proportions beaucoup plus importantes, mais du coup on était un peu enfermés là-dedans toutes, de faire du sport, de manger, de faire attention à ce qu'on mangeait et tout. C'est juste que moi j'étais aussi assez mince à la base, donc forcément j'ai commencé à perdre du poids et ça s'est vu très vite. C'était qu'entre femmes, du coup? Oui, c'était... en plus, du coup, c'était mes copines de l'école. Et à l'école, il y a beaucoup de... À l'école d'éducateurs spécialisés, c'est un milieu très féminin, du coup. D'accord, je ne savais pas. Ouais, non, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui font des études pour travailler dans le social, malheureusement. Et du coup, donc ça a commencé en 2015, du coup, pendant mon stage. Et en fait, je pense... Je sais pas trop s'il y a une raison en fait à tout ça. Avec le recul, je me suis dit que c'était peut-être une période où justement j'avais pas trop de contrôle sur ce qui m'entourait, enfin mes études, mon stage, ma relation, et peut-être que j'avais besoin de contrôler quelque chose. Et le corps, finalement c'est sur qu'on a le plus de contrôle, et que du coup peut-être c'était une façon de me rassurer un peu, de me dire je fais quelque chose pour moi, je contrôle quelque chose en fait dans ma vie. Ça a duré, je pense, bien 1 an, puisque... Alors moi, je pense que c'était en janvier, donc au bout d'un moment, je me suis dit, c'est pas normal que t'aies pas tes règles quand même. Pendant combien de temps? Et du coup, je sais plus quand est-ce que je les ai perdues, mais j'ai pas eu mes règles pendant un bon bout de temps, parce que ça a continué... Plusieurs mois, quoi. Ah non, plusieurs années. J'ai pas eu mes règles. Plusieurs années? Oui, j'ai pas eu mes règles pendant, je pense, je les ai re-eues en 2018 ou 2019. Et tu t'es pas posé de questions? Du coup, si, j'ai commencé à... Pas tout de suite, au bout de plusieurs mois, tu t'es au début, je me suis dit, c'est le stress, ouais. c'est... Ou t'es enceinte? Non, je sais pas. Oui, si, j'y ai pensé aussi. Non, du coup, non, je savais pas. Oui, voilà, du coup, après, j'ai commencé à faire des examens. Parce que oui, je me disais qu'il y avait un problème et que c'était pas normal de plus avoir ces règles. Du coup, mon médecin, en faisant des prises de sang, s'est rendu compte qu'il y avait un problème au niveau de mes hormones. Et du coup, j'ai été voir une endocrinologue. Alors après, je pourrais plus dire toutes les étapes par lesquelles je suis passée, mais je me souviens de ce rendez-vous avec l'endocrinologue parce que justement, elle m'a pesée. Et du coup, elle m'a pesée, oui, et elle m'a dit, de but en blanc comme ça, elle me dit, mais vous êtes anorexique. Et je me suis effondrée. Je me suis mise à pleurer. Là, tu prenais conscience de ça. Ça. En fait, je pense que je le savais au fond de moi parce que mes amis commençaient à me dire aussi, mais Léonie, t'as perdu énormément de poids. Alors que certains amis... Ça, on pourra y revenir après, mais j'ai vraiment l'impression que que ce soit quand on grossit ou quand on maigrit, quand on dépasse une certaine norme, plus personne n'ose nous faire de commentaires. Donc là, j'étais très maigre. Tout le monde sentait qu'il y avait un problème, je pense, mais personne n'ose en parler. Enfin, je pense que c'est important de pouvoir aussi dire, mais en fait, j'ai remarqué que tu avais énormément maigri et est-ce que ça va ? Parce que c'est souvent, c'est pas normal en fait. D'une certaine façon aussi. Oui, il y a des manières de l'aborder. Parce que, oui, ça après, je pourrais en parler plus dans l'autre sens au moment où j'ai grossi, mais il y a des remarques à pas faire. Enfin, ça peut être très blessant de faire des commentaires sur. Enfin, on fait pas de commentaires en fait sur le corps des. Poser des questions. Oui, voilà, poser des questions. Oui, c'est ça, par rapport au physique des gens. Et du coup, donc voilà, elle commençait à me dire que j'avais énormément maigri. Et du coup, donc, je pense que je sentais qu'il y avait un problème. Puis, je le vivais plus bien au bout d'un moment de contrôler mon alimentation comme ça. C'était drôle au début, mais au bout d'un moment, je sentais que ça devenait trop obsessionnel et que ça m'enlevait des moments et c'était difficile à vivre. Et donc voilà, elle a posé le mot et je me suis dit, en fait, oui, c'est de l'anorexie que tu fais et c'est dangereux parce qu'en plus, je savais que me faire vomir, c'était aussi, que c'était dangereux pour ma santé. Et de là, du coup, je me suis dit, du coup, je vais essayer de réintégrer un peu certains aliments, par exemple, j'avais arrêté les féculents le soir, du coup, j'essayais de m'obliger à manger des féculents le soir, mais c'est assez difficile parce que je vivais encore chez mon père et du coup, je contrôlais pas tous mes repas. Et mon père, du coup, qui était dans ce côté un peu régime,
Lui, il était plus en mode ah bah t'as de la chance de pouvoir manger ce que tu veux. Oui, Et du coup, voilà, moi j'étais là-bas, non, enfin, je fais quand même attention. Je sais qu'en fait, moi je me mentais complètement à moi-même. J'essayais de reprendre du poids, mais c'était très contrôlé encore. Enfin, je continuais à faire attention à pas manger trop de sucre raffiné. Enfin, je continuais à peser mes féculents, à faire attention un peu à la graisse. Mais c'était moins obsessionnel. Enfin, c'était un peu plus léger quand même, je pense. Mais j'ai plus trop de souvenirs de cette période-là. Parce qu'après, il y a eu les examens et tout, donc j'étais dans d'autres choses aussi. Enfin, voilà, du coup, c'était juste des habitudes que j'avais prises et du coup, je continuais dans mes habitudes alimentaires. Ah, du coup, dû à l'examen, du coup, t'as laissé tomber, et entre guillemets, mais... Bah, en fait, je me souviens plus trop quel était mon rapport à mon alimentation à ce moment-là parce que je pensais, enfin... J'avais moins de temps de penser à l'alimentation, je pense, à ce que je mangeais. Enfin... Mais du coup, t'as repris du poids à ce moment-là ou pas du tout? Je pense pas trop. Non, parce qu'en fait, je me suis stabilisée. C'est juste que j'ai arrêté de maigrir. Mais c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà beaucoup. Donc, du coup, j'ai toujours pas retrouvé mes règles. Okay. Moi, c'était ça le principal. Je sais qu'il y en a qui perdent leurs cheveux aussi. Enfin, enfin, dans certains stades de l'anorexie très sévère, on peut perdre ses cheveux. Moi, je me souviens pas particulièrement, enfin, j'en ai pas mal des cheveux, donc ça va. Non, c'était vraiment juste les règles et puis c'était la santé mentale. Et du coup, j'avais aussi commencé j'avais commencé des démarches pour aller voir une nutritionniste spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire, donc pour reprendre du poids. Mais en fait, j'avais vraiment cette peur de reprendre du poids de manière excessive. De manière, enfin je voulais reprendre du poids, j'étais d'accord, mais musclé, un peu fit. Ouais, t'étais encore dans le visuel. Ah oui, oui, non, mais carrément, j'étais vraiment dans un contrôle de mon corps, je continuais à faire du sport. T'es plus dans le visuel oui. Plutôt que dans la santé entre guillemets mentale, dans le sens de te sentir bien dans ton corps et basta. Ah oui, non, c'était vraiment, ok, je suis d'accord pour ne plus être dans le contrôle de mon alimentation, mais je vais faire attention à mon corps et je veux pas regrossir Là, t'étais quand même dans le contrôle du coup, mais oui. Oui, non, mais vraiment, et je m'en rendais pas compte. Hein. Moi, j'étais là, ça va, je fais des efforts. Et c'était vraiment pas de concentrer sur la santé mentale. Enfin, c'est un peu un symptôme, l'anorexie, même si moi, je sais pas trop. Enfin, il peut y avoir plein de raisons. Après, voilà, des fois, il y en a qui disent ah, c'est une envie de redevenir une petite fille. Ah, c'est une envie de. Enfin. De disparaître, on veut faire disparaître son corps. Moi, je pense que c'était pas... Voilà, je suis pas... De toute façon, je suis pas psychologue et je pense que chaque personne a des raisons différentes, en fait, de tomber dans les troubles Chacun est différent. Voilà, les troubles du comportement alimentaire peuvent avoir 1001 raisons. Et les réseaux sociaux n'aident pas. Oui, en plus. Bah, vraiment, oui, en plus, du coup, je suivais des comptes de personnes qui faisaient des recettes un peu healthy, des gâteaux un peu healthy, sans beurre, sans blablabla, enfin tous les aliments qu'on peut diaboliser. Enfin, j'étais dans une diabolisation de beaucoup d'aliments. Moi, j'ai des petits boutons sur le bras et je sais que quand j'ai arrêté, parce que du coup, je mangeais plus de lait non plus. Et bah, je sais que ça les avait fait disparaître, mais je sais pas si c'est lié à une certaine intolérance. Mais du coup, voilà, il y avait des petits points positifs où je me disais, ah oui, ça fait vraiment du bien à ma peau, à mon corps, voilà. Et après, en fait, je suis partie donc en 2000. Donc, j'ai eu mon diplôme, donc mes études se sont finies en 2016. Bah, j'ai pesé jusqu'à 42 kilos. Donc j'étais vraiment 1m64. 64, ok. C'est mon poids le plus bas. Après, je pense que j'ai regrossi. Je me suis stabilisée, mais je pense que j'ai regrossi un peu. Mais voilà, je devais être autour de peut-être 46 kilos, je pense. Donc, c'est pas énorme. Et en fait, en 2017, du coup, je suis partie en République tchèque pour un volontariat. Donc, j'ai vécu à l'étranger. Voilà, je connaissais personne, je connaissais pas du tout le pays. Je vivais en colocation avec 3 autres personnes. Et je garde un très très bon souvenir de cette année-là par rapport à mes... Excuse-moi, tu faisais quoi du coup là-bas? J'étais volontaire dans une école pour enfants en situation de handicap. Okay. C'est un Erasmus, mais un Erasmus volontaire, de volontariat. C'est une super expérience. Ouais, c'était... on dirait. Non, c'était vraiment... moi, je recommande à tout le monde de partir à l'étranger. Et du coup, c'est ça, en fait. Du coup, j'étais complètement concentrée sur autre chose. Je vivais tellement d'autres choses que l'alimentation. On préparait du coup, j'étais en colocation, on préparait nos repas. Je vivais seule, quoi, avec des personnes. Et du coup, je sais que j'étais encore pas mal dans le contrôle. Je pense que c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé un peu à faire des crises toute seule. Des crises de quoi? Des crises de boulimie un peu où je mangeais mais du coup non, je sais que des fois je mangeais un peu trop et je me souviens que je continuais à me faire vomir de temps en temps. Mais c'était quand même moins souvent. Et pareil, c'était un peu des crises de boulimie, mais qui étaient acceptées parce que c'était là, c'est bon, on découvre la culture locale. Et en fait, moi, des fois, je me gavais. Je me souviens notamment, on faisait des séminaires avec tous les bénévoles.
Et en fait, en République tchèque, ils ont beaucoup de repas. Enfin, ils ont un repas le matin, après, il y a un repas à 10h. Il y avait un snack un peu... C'était petit repas, alors, je pense. Ouais, mais du coup, au séminaire, ils nous servaient des gâteaux, des fruits... et du coup, il y avait de la nourriture en continu. Masse, ouais. Et j'étais complètement coupée de mes sensations alimentaires à ces moments-là. Je me gavais, en fait. Et après, je revenais de séminaire et je faisais des monodiètes de pommes, voilà. Du coup, j'ai grossi un peu pendant cette période-là. Enfin, je revois des photos de moi, par contre, et ce qui est assez impressionnant, c'est que j'avais le visage très gonflé, je trouve, par rapport à maintenant. Et en fait, on dit souvent que quand on se fait vomir et qu'on fait des crises, en fait, ça fait gonfler le visage. Et en fait, ouais, ça, je l'ai vraiment remarqué. Mais je le voyais pas sur le coup, mais bon, voilà. Je sais pas, j'ai jamais remarqué ça chez quelqu'un, mais en même temps... Ouais. Oui, mais ça se voit pas. Enfin, on le remarque après. Ouais. Enfin, on le voit pas sur le coup parce que c'est très léger. Mais par rapport à ma morphologie de l'époque, à mon poids de l'époque et mon poids maintenant, enfin, mon visage est plus fin alors que je suis plus grosse. Enfin, du coup, voilà, c'est juste par rapport à ça, c'est une petite anecdote. Mais du coup, voilà, je continuais un peu dans mes trucs de équilibré. Enfin, quand je mangeais trop à un certain moment, je faisais attention à ce que je mangeais après. Et après, là, voilà, du coup, on faisait les repas en commun avec mes colocataires au début, notamment le soir, on mangeait ensemble. Et du coup, ça m'a énormément aidé à dédiaboliser certains aliments. En fait, c'est assez drôle, mais du coup, je vivais avec une personne assez mince qui mangeait de manière normale, mais qui pouvait manger du sucré, qui mangeait des féculents le soir. Enfin, elle n'avait pas du tout de diabolisation des aliments. Et en fait, c'était... De règles, voilà. quoi. Ouais, voilà, elle mangeait ce qui lui faisait envie sur le moment. Elle pouvait manger... Et j'avais une autre colocataire qui était assez forte, qui avait pris énormément de poids, alors pas pendant la République tchèque, mais avant. Pendant un moment, elle voulait maigrir pendant qu'on était en République tchèque. En fait, je sentais que son rapport à la nourriture n'était pas complètement sain parce que des fois, elle mangeait clairement trop par rapport à ses besoins et elle le disait aussi. Mais voilà, enfin moi, je pouvais pas juger parce que... Mais tant qu'elle se sentait bien... Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, elle se sentait bien et je me disais, bah... Enfin voilà, du coup, je voyais deux... Enfin, je vais avec une... Bah, et l'autre personne, pareil, ma troisième colocataire, elle mangeait... Elle mangeait pas énormément de fruits, de légumes, ouais. Elle mangeait beaucoup de plats tout préparés et tout, mais elle était très mince aussi. Et en fait, je me rendais compte qu'il y avait des morphologies et que les gens, en fait, tant qu'ils mangeaient en écoutant leur corps et leurs envies et leurs besoins, bah ça... Parce que moi, c'était vraiment une peur de grossir. Moi, c'était vraiment... Enfin, c'était très lié à mon physique. Et du coup, je me rendais compte qu'en fait, on pouvait être mince tout en mangeant ce qu'on voulait. Oui, ça m'a un peu rassurée. Je pense que ça m'a beaucoup aidée. Je pense pas que tout le monde puisse être mince en mangeant ce qu'il veut. Oui, c'est des morphologies. Oui. Mais être bien dans son corps, oui. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, la nuance est importante. Mais oui, voilà, c'est ça, elle se posait pas de questions et du coup, ça faisait du bien de voir des personnes qui avaient une alimentation en fait saine dans le sens sans trouble en fait, enfin sans... Enfin, c'était convivial en fait, j'ai réappris à manger aussi ce que c'était partager des repas. Oui, parce que tu mangeais vraiment jamais avec quelqu'un ? Oui, si, je mangeais avec ma famille, mais j'étais tellement concentrée sur mon alimentation, sur ce que je mangeais ou pas, d'ailleurs, surtout parce que je mangeais pas, que du coup, les repas, j'étais très dans ma bulle en fait. Et en plus, voilà, du coup, j'étais dans l'alimentation de pleine conscience, il faut se concentrer sur ce qu'on mange, il faut manger super lentement. Vraiment faire attention à chaque bouchée, bien mâcher dans les bouchées. Et du coup, quand on est trop concentré là-dessus, on est complètement coupé des autres. Enfin, je me rappelle, on faisait des soirées pizza et moi j'étais là en train de compter combien de parts de pizza j'allais manger. Je prévoyais dans ma tête et je me disais, bon bah là, du coup, tu t'arrêtes. Et voilà, c'était tout dans le contrôle, vraiment dans les quantités. Et là, voilà, je réfléchissais plus comme ça, parce que en fait, on partageait tellement des bons moments et les repas, du coup, c'était convivial. Et voilà, après, je dis pas que ça m'a soignée. Et je me posais encore énormément de questions et je réfléchissais encore énormément à ce que je mangeais ou pas, voilà, et à faire attention à faire assez de sport. Mais comme je vivais tellement d'autres expériences à côté, on découvre un pays, on découvre une langue, c'est tellement riche que voilà, c'était plus ma priorité, on va dire. Et quand je suis rentrée en France, le retour en France, ça a été un peu difficile parce que voilà, c'est difficile quand on a vécu une expérience comme ça de revenir chez soi. Ouais, par rapport à l'alimentation, du coup, j'étais assez apaisée, mais je sais que je continuais à faire attention à ce que je mangeais, mais c'était plus obsessionnel. Enfin, voilà, j'avais trop intégré de règles alimentaires, dans le sens ce qui est bon nutritionnellement, voilà, que je pouvais pas enlever ces règles, en fait, je pense.
Mais donc voilà, du coup je suis revenue chez mon père. J'avais vécu 1 an toute seule, j'avais découvert un peu ce que c'était. Ouais. Ouais. Et puis c'est difficile de toute façon de revenir, je trouve, dans notre quotidien quand on a vécu 1 an à l'étranger, pendant 10 mois, on a découvert des choses tous les jours, à parler d'autres langues, à rencontrer des gens de nationalités différentes. C'est tellement enrichissant et après on revient dans notre quotidien et on est là, mais je sais que c'était dur psychologiquement. Et ça toute seule, pour l'instant, t'as été voir personne, entre guillemets. Enfin, Non, toute cette période-là, pas de suivi psychologique, okay. Pas. En plus en République tchèque, du coup, c'était pas possible, ouais. À distance. Bien sûr, si ça aurait pu, mais oui, ça aurait pu. C'est compliqué. Mais là, du coup, non. J'avais été voir juste une nutritionniste, donc spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire, avant d'aller en République tchèque. Mais en fait, on avait fait qu'un rendez-vous et puis après j'avais dû partir. Et puis de toute façon, j'avais pas les moyens en fait, d'aller voir. Il devrait y avoir des aides au niveau de la sécurité sociale ou des mutuelles ou l'un ou l'autre. Ouais, carrément. Ou les deux. Carrément. Mais du coup, moi à ce moment-là, j'avais pas les moyens et j'avais pas envie que mon père il paye pour ça. Puis de toute façon, lui il se rendait. Je pense que si, il s'est rendu compte qu'il y avait un problème parce que c'est pas possible, il me voyait, il voyait comment je mangeais pas, du coup. Et du coup, donc en 2017, à la fin 2017, donc j'ai commencé un nouveau poste qui était assez stressant. Et là, je pense que j'ai recommencé un peu à faire des crises, en fait, à manger de façon un peu compulsive, merci. C'est ça. Et puis pareil, en fait, du coup, je travaillais en foyer avec des adolescents et du coup, j'avais pas trop je gérais pas trop mes repas et en fait, moi, j'étais un peu dans une logique, du coup, foutu pour foutu, je mangeais un peu, pas n'importe quoi, mais dans le sens où j'écoutais pas du tout mes besoins, en fait. Je pouvais un peu manger de manière un peu excessive par rapport à mes besoins, je m'écoutais pas. Et après, je suis partie, du coup, faire un volontariat sur les camps de migrants à Calais et Dunkerque. Donc pendant 2 mois, j'ai vécu là-bas. Et pareil, on gérait nos repas, mais on était à 8. Donc à 8, gérer des repas. Faut savoir qu'à ce moment-là, je mangeais de la viande et tout, parce que bon, après j'ai arrêté de manger de la viande, mais à ce moment-là, je mangeais de tout. Mais pareil, du coup, je vivais avec des personnes qui en fait se posaient pas de questions sur leur alimentation. Et du coup, en plus, il fait froid, on vivait des choses difficiles. Du coup, l'alimentation, c'était un peu notre réconfort, on va dire. Et on le disait clairement, on se fait plaisir, on se fait des bons repas, on se fait des tartiflettes, des raclettes régulièrement. Voilà, c'était pas light, quoi. C'était... La vie, quoi. Ouais, non, mais c'était chouette, hein. Mais là, moi, ça a été un peu la descente, la descente aux enfers, on va dire, parce que clairement... Tu culpabilisais de manger tout ça? Je culpabilisais de manger tout ça. Pareil, j'étais pas du tout à l'écoute de mon corps, je mangeais beaucoup trop. Pareil, en fait, je me souviens d'être rentrée de là-bas. Du coup, au bout des 2 mois, clairement, je pouvais pas plus en avaler, mais j'étais... pleine. J'avais pendant... surtout à la fin, j'étais foutu pour foutu. Voilà. Et je me rappelle que là-bas, il y avait des moments où j'étais un peu seule. Bon, pas, très rarement. Mais en fait, les moments où j'étais toute seule, ça m'est arrivé de me faire vomir encore. Et de manger beaucoup et de me faire vomir. Et voilà, c'est super dur à vivre. Quand on vient en collectivité comme ça, c'est horrible. Je culpabilisais, je me sentais nulle. Et puisque tu te sentais entraînée par ce mouvement, ce fait de manger beaucoup? Oui, parce qu'il y avait de la nourriture en abondance et que déjà mon corps il était sous-nutri. Et puis parce que je suis gourmande moi de base, hein. Du coup j'arrivais pas à me raisonner en fait. Il n'y a pas besoin de se raisonner, mais dans le sens où je mangeais trop et que je me sentais pleine et que j'arrivais pas à me dire stop ou à me dire là je vais pas trop manger parce que j'écoutais pas du tout mon corps en fait. Il y avait de la nourriture, du coup je mangeais en fait et après je culpabilisais. La collectivité peut faire du bien dans le sens où du coup je me restreignais plus, je pouvais pas me restreindre en fait, je pouvais pas contrôler mon alimentation comme je l'aurais fait si je vivais chez mon père ou quand je vivais toute seule. Mais c'est dur dans le sens où tous mes repères étaient bousculés et en plus voilà, je sais que ça a un peu marqué le début de ma dépression, je pense, parce que en fait c'est horrible ce qu'on vivait, ce qu'on voyait surtout. Oui, en plus. On était confrontés à des chemins de vie et des personnes qui vivaient dans une misère. Voilà, j'ai été clairement j'ai jamais vu des conditions de vie aussi dures en fait. Voilà, ils vivent dans des tentes, en plus voilà, il y avait tout ce qui était violence policière. Donc je sais que c'était une période très difficile pour moi. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite, pareil, que ça avait eu un impact aussi fort en fait sur ma santé mentale. Mais je sais que du coup j'ai commencé à me sentir très mal, à remettre en question tout en fait. Il y avait aucune humanité en fait dans nous, ce qu'on faisait, oui.
Mais dans ce que vivaient les personnes, je me disais, mais c'est pas possible qu'il y ait des personnes en fait qui vivent ça sur Terre. Parce qu'en même temps, c'est super intéressant, enfin, c'est hyper enrichissant. C'était très très dur, mais ça a été tellement enrichissant. Maintenant, avec le recul, je suis hyper reconnaissante d'avoir pu faire ça. Après, j'ai rejoint une copine en Asie. Et oui, t'as voyagé, quoi. Oui, j'ai pas mal bougé pendant cette période-là. Et pareil, du coup, peut-être besoin, justement. Oui, mais j'étais dans une fuite fuite de quoi? De moi, du quotidien. J'étais un peu perdue à cette époque-là dans ce que je voulais faire. Moi, après, j'étais sûre de vouloir faire éducatrice spécialisée, mais je sais que j'avais besoin de partir, de voir d'autres choses, en fait. Enfin, voilà. En fait, je pense que j'étais pas dans les bonnes conditions pour le faire au moment, voilà. Maintenant, je pense que j'y retournerai, je le vivrai complètement différemment. Mais je pense que voilà, enfin, toute la période, de toute façon, quand mes troubles du comportement alimentaire et tout ont commencé, j'étais fragile psychologiquement de base. Et du coup aussi, pourquoi je suis tombée aussi profondément dans les troubles du comportement alimentaire. Enfin, c'est très psychologique, hein, et quand on a une fragilité psychologique, bah voilà, on se rattache à ce qu'on peut, quoi. Mais en fait, j'ai toujours culpabilisé de manger alors que j'avais pas faim. Ça, c'était quelque chose que j'avais appris. On mange pas quand on n'a pas faim. Et je omettais totalement le côté, bah, des fois on mange par envie parce que ça nous donne envie ce qui est proposé, ou des fois on mange par ennui et c'est pas grave en fait. Enfin, mais toute cette réflexion, je l'avais pas en fait. Je disais que je voulais soigner mes troubles du comportement alimentaire, mais en fait, je faisais pas trop de choses pour. En fait, je restais un peu dans mes croyances. C'est difficile après, surtout quand t'es pas accompagné. Ouais, et puis quand on va pas bien psychologiquement, en fait, on n'a pas trop l'énergie et la force aussi pour se concentrer sur ça en fait. Et après, du coup, donc, je suis rentrée d'Asie et je faisais des crises. Pendant un moment, j'étais aussi dans le côté, bon, bah, c'est bon, maintenant, je vais arrêter mes crises, je vais retrouver un équilibre parce que ça me manquait, en fait, le contrôle que j'avais sur ma nourriture. Parce que je sentais que j'étais un peu dans une perte de contrôle. Bah, par exemple, quand j'avais vécu avec d'autres personnes, je sentais que j'avais plus trop de contrôle sur ce que je mangeais et ça m'angoissait, en fait. Et du coup, quand je suis rentrée, j'étais là, bon, bah, je vais reprendre le contrôle, je vais arrêter le sucre, c'est pas bon le sucre pour moi. Et du coup, et pas par rapport au poids, pour le coup, c'était vraiment, je voulais je voulais refaire attention à ce que je mettais dans mon corps, en fait. Et sauf que du coup, donc j'étais là, bon, bah, aujourd'hui, c'est la dernière fois. Et puis en fait, je me rendais compte que non, je remangeais, et du coup, je culpabilisais. Mais je me pesais pas trop non plus parce que, bah, forcément, non, mais quand je faisais très attention à ce que je mangeais et tout, bah, je me pesais énormément aussi et j'avais peur de dépasser un certain poids. Et quand je voyais le chiffre baisser sur la balance, bah, du coup, j'étais contente et je me suis pas rendu compte que 42 kilos, c'était peut-être un peu trop faible. Parce qu'en fait, là, c'est ça, en fait, on est là, hein, on commence à perdre du poids et puis en fait, on veut toujours plus. Ou moins, du coup. Oui, toujours, perdre toujours plus, mais voilà, mais on veut que le chiffre baisse, quoi. On se donne des limites et puis après, je peux faire ce poids. Ah, en fait, ce poids-là, il est bien aussi, dans ce poids-là. Et je l'ai pas dit, mais je prenais des photos de mon corps, en fait, je prenais des photos tous les jours de mon corps. Oui, c'est ce qu'on voit. Enfin, à un moment donné, j'ai envoyé vachement. Oui, c'est vrai que sur Internet, on voit les avant-après. On voit les évolutions, etc. Ouais, alors, je faisais ça, ça peut être bien et pas bien de faire ça. En fait, ça objective totalement le corps et puis ça met un focus sur le corps qui devrait pas être. Enfin, qui a pas lieu d'être, en fait. Si t'es pas suivi psychologiquement, je pense que c'est vraiment compliqué. Et puis, c'est beaucoup de personnes, en fait, qui à la base sont pas. Parce que bon, je comprends qu'on puisse le faire quand on est pour des raisons de santé. Oui, de l'obésité morbide, tout ça. Mais là, c'est des personnes, avoir 2-3 kilos en plus, c'est normal en fait qu'à certaines personnes, à certaines périodes de l'année, on prenne du poids. En hiver, janvier, par exemple. Oui, voilà. Voilà, tout à fait. C'est même ça. C'est le corps qui a besoin de graisse parce qu'on est en hiver. C'est normal que les femmes, ça, c'est des... Apparemment, c'est des bêtises. C'est surtout qu'il y a les repas de fin d'année, en fait. On se fait plus plaisir. Ah oui, ouais. On n'a pas forcément besoin de plus de graisse. J'ai cru comprendre ça. Ok. Mais après, de toute façon, on va peut-être dire qu'on une se rassure théorie, comme ça. On va te dire une théorie, quelques années plus tard, on va te dire non, c'est le contraire, et puis etc. Après, ça, c'est sûr qu'en hiver, on mange plus, on fait moins de sport aussi. On est moins à l'extérieur, on bouge moins. On est plus sédentaire. Et puis après, en été, on recommence à manger plus léger, on est peut-être plus à l'extérieur. Voilà, notre corps il fluctue et puis de toute façon même si on grossit en été parce que peu importe en fait, c'est normal de grossir et de maigrir dans une certaine échelle. Et j'ai commencé à faire des crises, mais du coup oui voilà, comme je grossissais pas trop, ça allait, mais je voulais faire attention à ce que je mettais dans mon corps. Et en fait, je m'en rends compte maintenant, mais j'étais dans un travail du coup j'ai trouvé du travail en mars.
tout le mois de mars, j'ai travaillé. C'était pas du tout une bonne expérience professionnelle. Ça me convenait pas du tout. C'était très stressant. Mes collègues, c'était très dur. Et du coup, je compensais dans la nourriture. C'était très dur. Ouais, mes collègues, ouais. Et puis le toi. travail était compliqué. Enfin, ça me convenait pas du tout dans ce que j'avais envie de faire. C'était pas du tout ce que j'avais envie de faire en fait, professionnellement. Du coup, oui, je suis partie en janvier 2018 en Asie. Du coup, je suis revenue en février 2018. Ah, c'était pas longtemps, d'accord. Non, c'était un mois. Oui, pardon. Okay, oui. Ouais, mais non, c'est un peut-être mois. moi qui ai... Ouais. Oui, bah au niveau des temps. Bah du coup, là, ça faisait à peu près 3 ans, du coup. Mais je faisais plus trop d'anorexie à ce moment-là. C'était plus de l'orthorexie, du coup. Okay. Dans le sens où je contrôlais un peu ce que je mangeais. Donc l'orthorexie, c'est contrôler ce que tu manges. Ouais, pas les quantités. C'est pas dans une envie de perdre du poids. C'est vraiment de qualité nutritionnelle. C'est vraiment catégoriser certains aliments. Et du coup faire attention à pas manger certaines catégories d'aliments et voilà, c'est énormément de diabolisation, voilà, parce qu'on diabolise, parce que voilà, et on en parle pas, enfin il y a beaucoup de gens qui font de l'orthorexie sans s'en rendre compte en fait. Mais depuis des années, je pense. Oui, des années. Voilà, maintenant il y a un terme qui existe, mais c'est vrai que ça fait longtemps que parce qu'il faut donner ça un existe. Nom à tout. Ouais. Bah c'est bien en même temps parce que ça permet de mettre des mots sur ça, enfin de mettre des mots sur certaines choses et du coup de comprendre aussi, enfin et oui, bah, par contre du coup c'est là que j'ai commencé vraiment à faire des crises. Alors c'était de la boulimie parce que je me faisais vomir, ça je faisais des crises et du coup c'est vraiment là que j'ai commencé à me faire vomir plus régulièrement, mais du coup je mangeais des quantités énormes plus régulièrement aussi et de toute façon dès que je mangeais la moindre chose qui me paraissait un peu trop grasse ou trop sucrée, je me faisais vomir. Parce que du coup, après, en avril 2018, c'est là que je suis partie à Grenoble. Il faut savoir que je suis partie à Grenoble un peu sur un coup de tête, sans connaître personne. Que voilà, de toute façon, moi, j'étais un peu perdue dans ce que je voulais faire. Je savais que j'en avais marre d'être chez mon père. J'en avais un peu marre de la région parisienne. Et voilà, toujours dans cette logique de vivre de nouvelles expériences. Tu fuyais un peu ça, du coup. C'est pas toi que tu fuyais, j'ai l'impression. Bon, c'est moi qui fais une psychanalyse, mais tu fuyais un peu cette façon de... Ouais, je sais pas ce que je fuyais, mais je pense que oui, j'étais dans la fuite, dans toujours vouloir découvrir des nouvelles choses. En fait, je dis la fuite de moi-même dans le sens où en fait, à cette époque-là, j'étais pas du tout dans l'introspection de moi, en fait, pourquoi je vivais tout ça. Et du coup, si j'étais pas du tout à l'écoute de moi, en fait, je me connaissais pas, j'étais perdue, je savais pas ce que je voulais faire, disons que je pense qu'il y a certaines choses, des fois, il faut régler certaines choses en soi. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais je savais pas ce que c'était en fait. Enfin, juste j'allais pas bien et j'essayais de changer d'environnement. Du coup, du coup, je me suis éloignée géographiquement de tout ce que je connaissais, en me disant ça va me faire du bien d'être dans une nouvelle ville. Je vais pouvoir recommencer tout à zéro. Je vais rencontrer de nouvelles personnes. Alors que j'avais des très bons amis à Paris. Et enfin, j'étais pas du tout dans un environnement toxique en plus. Hein. Enfin, voilà, moi, toute cette période-là, les personnes autour de moi ont été assez bienveillantes. J'ai jamais subi de remarques des autres malaisantes ou malveillantes. Enfin, même si, voilà, par exemple, mon père, il en parlait pas trop, ça a jamais non plus été trop méchant. Enfin, voilà, mon environnement était pas du tout toxique, mais je sais pas, j'avais envie de changement, j'avais besoin de partir. Donc, en fait, je suis partie à Grenoble plus vite que prévu parce que je savais que j'allais rester quelques mois, donc j'avais commencé à chercher du travail. Et en fait, j'ai eu un entretien très rapidement. Et du coup, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à rester à Grenoble parce que mon boulot, ça se passait bien. Ça allait. Parce qu'au début, je vivais chez une amie et du coup, j'ai dû prendre un appartement toute seule. Et sauf qu'en fait, c'est la première fois que je vivais toute seule. Ouais, en plus, du coup. Ok. Et en fait, ça allait pas du tout. Le fait de vivre toute seule, ça allait pas ? Tout allait pas. Enfin, de quitter la ville que je connaissais, de me retrouver toute seule. Je me suis fait très vite des amis au travail et à l'extérieur parce que du coup, je m'étais mis sur des groupes de rando, ce qui est en fait assez impressionnant vu l'état psychologique dans lequel j'étais. Je me demande comment j'ai pu me faire des amis vu à quel point je me sentais mal en fait. À ce moment-là, je faisais un peu encore d'orthorexie, mais c'était vraiment de la boulimie et de l'hyperphagie, pardon. C'est du coup, moi j'ai un peu du mal à différencier boulimie et hyperphagie, mais il me semble, si je dis pas de bêtises dans ce que j'ai pu voir, que boulimie il y a des méthodes de compensation après. Donc vomissement, sport de façon excessive. Voilà, vraiment on compense dans un but de perdre du poids ou en tout cas de pas grossir. Ouais. Alors qu'hyperphagie, il n'y a pas de méthode pour compenser. C'est vraiment juste manger en quantité énorme. Et je pense que ça aussi la boulimie, c'est peut-être plus de façon ponctuelle. Enfin, ça va être sur un très court laps de temps, alors que l'hyperphagie, ça peut être par exemple ne jamais s'arrêter de manger de la journée.
faudrait vérifier, mais moi, il y avait des jours comme ça où en fait, je m'arrêtais pas de manger, je grignotais en permanence. Et contrairement à l'anorexie, où on a vraiment l'impression d'être dans le contrôle et en fait, où on a l'impression, alors c'est une illusion, hein, on a l'impression d'être bien parce qu'on contrôle. La boulimie, c'est une perte de contrôle totale. On contrôle plus rien. La nourriture, ça devient obsessionnel, mais dans le sens où ça prend le dessus sur. On gère plus rien. Enfin, ouais. Je pensais tout le temps à manger, en fait. Je mangeais tout le temps en plus. Enfin, du coup, je rentrais du boulot, je faisais que manger. Puis après, je me faisais vomir et après, des fois, je remangeais. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des courses aussi pour prévoir des crises. Et pareil, j'étais un peu dans cette idée de bon, bah demain, j'arrête. Et du coup, aujourd'hui, je me fais plaisir pour une dernière fois. Et voilà, du coup, j'ai acheté tout ce qui me faisait envie au supermarché et je mangeais ça en rentrant chez moi. Enfin, du coup, j'avais envie de mourir. Enfin, j'avais des idées suicidaires. Voilà, c'est. Et personne ne le savait, ça, à ce moment-là? Alors, si, il y avait. Bah, en fait, au bout d'un moment, assez rapidement, je me suis rendu compte qu'il fallait que je me fasse aider. Et puis, j'en ai très vite parlé aussi à mon père et ma sœur qui étaient un peu démunis parce qu'ils étaient à distance. Je pouvais plus le cacher, même du coup j'en parlais à mes amis parce qu'ils me demandaient comment ça allait et je pouvais pas dire bah ça va en fait alors que ça allait pas du tout. Et du coup donc j'ai commencé à prendre du poids et en fait ça me faisait culpabiliser encore plus et j'étais mal dans ma peau, enfin je me voyais grossir et c'était très dur pour moi donc je me suis un peu sensibilisée aussi à ce que c'était bah du coup la grossophobie et le rapport au corps et la culture du régime, tout ça. Parce que je me suis rendu compte que vraiment j'étais très dure avec moi et mon corps et que je me faisais du mal et que je faisais du mal à mon corps, que je me respectais pas du tout. Bon, de toute façon, du coup, voilà, j'étais en dépression donc c'est très dur on se donne pas du tout d'amour en fait. On n'a pas du tout envie de se donner de l'amour, on se sent juste. On est très mal avec soi donc c'est très dur de prendre soin de soi en fait. Et du coup, j'avais envie de m'en sortir et à un moment, je me suis dit, en fait, stop, quoi, je vais pas continuer à... Et puis, c'était dur aussi, le travail en soi, c'était compliqué, même au niveau de l'asso et tout, donc bon, je sais plus vraiment à quelle période, mais je pense que c'était vers la fin de l'année 2018, je me suis dit, bon, j'arrête de me faire vomir. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, stop, les vomissements, c'est trop dangereux. C'est hyper, c'est hyper dangereux. T'avais retrouvé tes règles, là? Excuse-moi, du coup. Je crois... Non, du coup, mes règles, ça devait être 2018. Waouh, c'est fou, ça me paraît tellement loin, tout ça. Ça me paraît... Alors qu'en fait, c'est assez récent, finalement. C'était il y a 3 ans. Parce que du coup, je resitue avec... dans quel appartement j'étais, en fait, parce que j'ai redéménagé après. Donc oui, j'ai retrouvé mes règles et en fait c'est drôle entre guillemets, mais je pense que j'avais énormément regrossi. Parce que bon, du coup je pense que j'ai pris 20 kilos en un an peut-être, un truc comme ça. C'est beaucoup psychologiquement, ça c'est sûr. Ouais, et puis ouais, le rapport à mon corps c'était, je m'étais jamais vue, parce que moi j'ai toujours été mince, même au niveau de la société j'ai toujours été mince. Mais là, je me reconnaissais pas en fait dans le. Et puis du coup, je prenais plus du tout soin de moi. Je détestais mon corps et du coup je faisais plus attention à comment je m'habillais parce que de toute façon je rentrais plus dans le coin de mes vêtements donc bah oui forcément c'est ce que je voulais te dire. C'était très dur, j'ai vécu beaucoup de choses d'un coup, j'ai beaucoup remis de choses en question d'un coup et j'étais aussi dans des logiques de faut moins consommer tout, donc devoir refaire ma garde-robe pour moi c'était inenvisageable. En plus je me disais je vais pas rester comme ça, je vais réussir à remaigrir. Du coup j'avais pas envie de racheter des nouveaux vêtements donc Et ça c'était fin 2018. Bah, ça devait être un peu avant parce que du coup je sais que j'ai pris forcément beaucoup de poids au moment où j'ai arrêté de me faire vomir parce que du coup je continuais à faire des crises ce que j'ai remarqué c'est que des fois il y a des personnes qui se permettent de faire des remarques sur le poids des autres en mode ah mais t'aurais pas pris un peu de poids mais dis donc tu t'es un peu laissé aller cet été et moi personne me faisait de remarques parce que je pense que au fond quand même les gens savaient mes amis, mon entourage savait que j'étais pas bien. Et du coup, ne se permettait pas C'est bien. de faire des remarques. Oui, mais du coup, c'était très... ça devenait un tabou. Et moi, je voulais pas que ce soit un tabou, en fait. J'aurais voulu, je pense, à ce moment-là, qu'on fasse des remarques et pouvoir dire, bah en fait, oui, ça va pas, je vis ça, et en parler. Et des fois, j'attendais qu'on m'ouvre une porte, je pense. D'accord. Et en fait, on le faisait pas, on n'en parle pas, voilà. Et moi, je pense que j'avais besoin d'en parler. Et c'est dur d'aborder le sujet frontalement voilà, du coup moi du coup j'aurais voulu qu'on m'en parle mais pas qu'on me dise évidemment dis donc tu te laisses aller et voilà, non, qu'on me pose la question plutôt de bah voilà
je disais tout à l'heure que c'est normal de grossir et de maigrir quand c'est dans des proportions assez extrêmes. On peut se poser des questions. Enfin, ça peut être bien de poser la question. Faut pas en faire un tabou, justement. Si on a l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas, qu'on s'inquiète pour quelqu'un, c'est... Voilà. Mais après, à raison ou à tort, la personne peut dire, bah non, mais ça va très bien, juste, j'aime manger en ce moment. Bah tant mieux. Tant mieux, dans ce cas-là, on est rassuré. Et voilà, et moi, j'étais très dure avec moi-même. Et en fait, à cette période-là, du coup, j'ai découvert l'alimentation intuitive. Et en fait, l'alimentation intuitive, c'est toute une thérapie, en fait, pour se reconnecter à soi. J'ai peur de dire des bêtises si elle m'entendait. Mais pour se reconnecter à soi et, en fait, faire la paix avec la nourriture. Et soi, en fait. Ça a l'air d'être bien. Ah, bah, moi, Sans papier. Ça m'a sauvée, en fait, parce que j'avais lu énormément de livres. Enfin, énormément, non. Mais j'avais lu des livres sur les troubles du comportement alimentaire, sur la boulimie. Et en fait, c'était toujours dans un truc de faut arrêter les compulsions, faut se soigner et tout. Et en fait, là, dans cette thérapie, le début, c'est non, en fait, il faut pas arrêter, il faut accepter, déjà. C'est ça la première étape, en fait. Et après, on fait tout un chemin, en fait. Du coup, il y a plusieurs étapes. Là, je me souviens pas. Mais du coup, en fait, c'est après, du coup, à un moment, je me suis dit, bah, en fait, oui, ok. Du coup, j'ai des troubles du comportement alimentaire. Oui, je grossis. Et en fait, je veux pas que ma vie soit centrée autour de ça. J'ai ça et je vais vivre avec. Et je vais me concentrer sur d'autres choses à côté. Et voilà, du coup, donc c'est comme ça que j'ai arrêté de me faire vomir parce que je me disais, bah, en fait, il faut juste que j'accepte mes crises déjà. Et me faire vomir, en fait, ça m'aide pas. Ça fait encore plus de mal parce que même si du coup, j'ai peur de prendre du poids, déjà, ça me faisait pas perdre de poids de vomir parce que on n'évacue jamais complètement. Et puis, deux, c'est super mauvais en fait, c'est super nocif de se faire vomir pour plein de raisons. Après, ça m'arrivait de temps à autre de me refaire vomir, mais c'était quand même beaucoup moins parce qu'au bout d'un moment, je faisais des crises tous les jours. Ouais. C'est-à-dire que tous les jours, je mangeais des quantités énormes et après, je me disais j'arrête demain. Ou alors après, je jeûnais, du coup, je mangeais pas pendant toute la journée, mais voilà, toujours dans une obsession de la nourriture et dans un contrôle énorme. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah stop en fait. Et tu mérites d'être bien, en fait, tu mérites d'être bien dans ta peau. Et voilà, c'était un travail psychologique aussi énorme. Parce que du coup, il fallait que je me réapprenne à m'apprécier moi, du coup, dans ce nouveau corps un peu, et à être bien psychologiquement du coup avec moi et aussi bien physiquement. Et donc, tu as été suivie du coup à ce moment-là ? Et bah du coup, donc, j'ai décidé après d'aller voir une psychologue spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. J'ai pris conscience aussi que tout ce que je vivais, du coup, c'était pas de ma faute. Enfin, c'était pas que de ma faute, en fait, c'était aussi la société qui m'avait poussée là-dedans, en fait, à vouloir faire attention à ce que je mangeais, à vouloir faire du sport à outrance. Et en fait, du coup, ça m'a un peu enlevé, parce que forcément, on se culpabilise, en fait. Et c'est ça qui est très dur, c'est qu'on a l'impression que c'est toute notre faute. Et après, voilà, il peut y avoir plein de raisons, mais moi, je sais que c'était beaucoup aussi le regard de la société sur moi et la pression de la société en gros, ce que ça serait d'être en bonne santé. Et en fait, moi, au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, là, le plus important, c'est ta santé mentale. Et peu importe, ton corps, tu verras après, en fait, ça ira de pair. Évidemment que, du coup, j'étais toujours dans une logique de vouloir m'écrire, parce que c'était très dur pour moi d'accepter mon corps. Mais voilà, petit à petit, Pas autant qu'avant. Oui, voilà, de toute façon, voilà, j'avais grossi, je me disais, mais ton corps, tu vas vivre tout le temps avec, en fait. Il est là. et peu importe le poids que tu fais, en fait, il faudra que tu composes avec. Tu vas pas t'arrêter de vivre. Tu vas pas t'enfermer dans un terrier parce que tu pèses 10 kilos de plus, quoi. Les gens n'arrêtaient pas de m'aimer parce que j'étais plus grosse, en fait. Et du coup, je me suis dit, mais moi aussi, je peux m'aimer, du coup, comme ça, en fait. Pourquoi je me fais subir quelque chose que je ferais pas subir à mes amis et que mes amis me font pas subir, en fait. Tu l'as compris toute seule, ça ? Bah, avec la psy et puis beaucoup moi Instagram m'a beaucoup aidée parce que du coup j'ai commencé à suivre beaucoup de comptes un peu body positive et de filles qui avaient des troubles du comportement alimentaire, qui étaient un peu sorties du coup de la culture des régimes, qui étaient bien dans leur corps et qui promouvaient, ça se dit, du coup l'acceptation du corps et une façon de manger complètement décomplexée. Et même encore aujourd'hui j'apprends, mais vraiment à me rendre compte que par exemple à certaines périodes de mon cycle menstruel, bah du coup j'ai plus envie de sucrer et des fois bah en fait j'ai moins envie j'ai moins faim. Et ouais, ça m'a vraiment reconnecté aussi à mes sensations, en fait, parce que bah du coup dans l'alimentation intuitive c'est ça aussi, c'est que bon, il faut accepter et après c'est se reconnecter à soi aussi, à ces sensations, de pas diaboliser en fait du coup là t'as envie de quelque chose et bah
Et bah écoute cette envie, en fait, il n'y a pas de règles alimentaires. Parce que si tu l'écoutes pas, après elle reste dans ta oui, tête. Oui, bah en plus c'est ça. Et après, ça devient une obsession. Oui, bah c'est ça. Oui, c'est vrai. Bah, et puis il y a beaucoup de gens qui, du coup, qui diabolisent certains aliments. Et en fait, là, dans l'alimentation intuitive, il n'y a pas de diabolisation des aliments. C'est quand on n'est pas bien et qu'on n'est pas bien avec son corps et qu'on n'est pas bien avec soi, la priorité, c'est pas de faire attention à manger 5 fruits et légumes par jour et à manger... voilà, ça vient après, en fait. Il faut d'abord apprendre à dédiaboliser, en fait, parce que... Ouais, on est dans une société aussi où il y a énormément de règles. Et ça, en fait, il y a beaucoup de personnes qui... j'avais pas envie de rentrer dans des débats et puis les gens sont pas forcément Ouvert. Oui, voilà, ils sont pas forcément prêts à entendre ça parce que c'est des règles qu'on remet en question, c'est des croyances très intériorisées dont les gens remettent pas en question. Moi je remettais en question parce que en fait je pouvais pas ça pouvait pas être pire, en fait ma façon de manger pouvait pas être pire que ce que je vivais. Enfin quand on fait des crises de boulimie, d'hyperphagie et qu'en plus de ça on a énormément grossi, c'est très dur de manger avec le regard des autres, je trouve, parce qu'on se sent énormément jugé. Enfin, dans le sens où, elle a pris du poids et puis elle se resserre en plus. Enfin, et ça, c'était tout dans ma tête. Moi, j'ai la chance qu'on m'a jamais fait de remarques. C'était dans ma tête, mais du coup, comme on me faisait pas de remarques, comme personne me parlait de tout ça, moi, je fantasmais beaucoup de choses sur ce que les gens pouvaient penser de moi. Et voilà, petit à petit, du coup, avec le travail de la psychologue aussi... je sais même plus tout ce qu'on se disait pendant les séances, mais elle m'a vraiment aidé à me reprendre confiance en moi un peu, en dehors d'accepter son corps. C'est beaucoup de développement personnel aussi. Donc moi, j'étais aussi dans ces logiques-là de développement personnel. Parce que c'est vrai que tant que j'acceptais pas mon corps, je pouvais pas... Enfin, en fait, j'allais pas revenir à mon poids de base. Mon corps, il était toujours dans une protection un peu de... Ces kilos en trop. Après, c'était un peu aussi peut-être une façade... Enfin, comme j'étais pas bien dans ma peau, de base, et du coup, là, j'avais enfin, pas une raison, mais ça me cachait, en fait. Oui, je vois. Enfin... C'est enveloppant un peu de... Voilà, on n'a plus trop de forme, je me sentais plus trop sensuelle, et du coup, voilà, Et en fait, ce qui m'a aidée aussi, c'est que alors du coup, j'ai arrêté mon boulot avec les demandeurs d'asile en août 2019. Et ça allait déjà mieux à cette période-là. J'ai déménagé en coloc en juillet 2019 parce que je sentais que ça allait mieux. J'avais toujours des crises, mais beaucoup moins intenses. Et en fait, c'est que j'étais dans l'acceptation. Parce que, en fait, ce qui est dur aussi et ce qui me faisait le plus manger, c'était de culpabiliser, justement. Mais du coup, d'accepter mes crises, en fait, ça m'aidait à plus les... En fait, c'était beaucoup moins intense parce que justement, en fait, je mangeais plus consciemment aussi. J'étais là, ok, j'ai envie de manger. Là, j'ai envie de beaucoup manger. Ou j'ai envie de manger ça, telle ou telle chose. C'est pas grave, je vais les manger, en fait. Et en fait, comme on savoure plus, et du coup, notre corps, il s'arrête automatiquement. Enfin, après, c'est physiologique aussi, en fait. Parce que je me suis rendu compte aussi, mais en fait, j'ai appris énormément de choses. C'est que comme on culpabilise, notre corps, il ne prend pas de plaisir, en fait. Parce qu'on pense déjà à ce qu'on va manger après et qu'on est dans la culpabilité et qu'en fait, on n'est pas sur le moment présent de ce qu'on mange. Et du coup, notre corps, il réclame toujours plus parce comme il a voulu commencer à manger dans un besoin de réconfort, il trouve pas de réconfort finalement parce qu'on profite pas. On est là, ah mince, c'est pas bien ce que je fais. Donc, il va toujours vouloir manger plus pour trouver encore plus de réconfort. Quand on se dit, en fait, là, je mange pour me réconforter, au bout d'un moment, on lâche ce réconfort. Et du coup, ça s'arrête automatiquement. Du coup, comme j'avais moins de crises et que ça allait mieux, du coup, j'ai perdu un peu de poids, mais j'étais, voilà, toujours, c'était toujours assez délicat. Enfin, ma santé mentale, c'était toujours un peu fragile. Et puis, au bout d'un moment, en fait, je me suis rendu compte que c'était très lié à mon travail aussi. Donc, j'ai pris la décision de déménager en colocation. Et en parallèle, du coup, fin 2019, j'ai changé de travail parce que voilà, mon CDD n'a pas été reconduit. Et du coup, je voulais travailler avec des jeunes parce qu'en région parisienne, j'avais déjà travaillé dans des foyers de l'enfance. Et sauf que je suis tombée dans une association où ça se passait très très mal, où voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était vraiment sur tous les points. Les enfants, c'était très compliqué. Les collègues, c'était très compliqué. Alors, pas par rapport à moi, hein, mais c'était au niveau de l'organisation. Je suis entrée dans un truc où il n'y avait pas du tout d'organisation et en fait comme moi j'avais besoin de repères, en fait, j'avais besoin, je pense, d'un boulot où ça se passait bien.
Et là, c'était trop lourd en fait. Je pouvais pas porter tout ça. J'étais pas dans les conditions pour porter tout ça. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter le travail social. Donc, c'est pour ça que maintenant, je suis je suis dans la restauration. Et ça m'a fait énormément de bien en fait. Enfin, je suis hyper reconnaissante d'avoir pris cette décision parce que c'est dur d'arrêter ce pourquoi on croit qu'on a toujours été fait. Et en fait, comme forcément j'allais mieux, c'est vraiment léger. Le travail que je fais actuellement, c'est pas... le travail social, c'est dur, c'est prenant, on vit des choses pas faciles, on est au contact de personnes qui vivent des choses compliquées, donc forcément, moi je suis très empathique, donc ça forcément que ça m'impactait aussi psychologiquement. Et là, il n'y avait pas tout ça, en fait. C'était juste léger. Les gens venaient pour... dans le restaurant, ils viennent pour une chose. Ils viennent pour quelque chose, on leur sert, et puis voilà, basta. Et du coup, forcément, en fait, comme j'étais mieux au quotidien, j'avais plus de légèreté. Moi, ça m'a aidé à me sentir plus légère. Et en fait, j'avais plus besoin de la nourriture pour compenser. Et en fait, je pense que j'ai perdu énormément de poids à cette période-là, mais en fait, sans m'en rendre compte, en fait. C'est ça qui est fou, c'est que les personnes... Et en fait, c'est ça qui est dingue, par contre, c'est que les personnes se sont autorisées à me faire des remarques sur ma perte de poids, en mode c'est positif du coup. Et moi au début ça me vexait, pas que ça me vexait parce que du coup j'étais contente, mais moi j'avais tout ce cheminement et cette remise en question de la culture des régimes. Et en fait j'étais là, mais vous savez même pas en fait pourquoi je m'écris en fait. Dans le sens où on me faisait juste la remarque. Et alors déjà, ça peut être... la personne peut m'écrire, ça se trouve, j'étais retombée dans d'autres troubles alimentaires et personne ne le savait. On ne sait pas pourquoi quelqu'un m'écrit. Et pareil, en fait, ça peut être bien... un peu en colère quand même. Oui, dans cette période-là, j'étais très... Je le sens. Ça me fait remonter beaucoup de colère parce que j'en ai jamais vraiment parlé. Du coup, c'est chouette de pouvoir en parler aujourd'hui. Mais ça m'irritait, en fait, qu'on s'autorise à me faire des remarques sur ma perte de poids alors que personne ne me faisait des remarques sur ma prise de poids, comme si c'était quelque chose de mal. Et là, on pensait que c'était bien que j'avais perdu du poids, comme si c'était un compliment. C'est vrai que maintenant, ça continue à me mettre en colère parce que je sais que ça fait souffrir énormément de gens, en fait, et que les troubles du comportement alimentaire, c'est hyper présent. Je sais plus Là, j'ai plus les chiffres en tête, mais il y a énormément notamment les filles, bizarrement, ça touche beaucoup les filles, qui vivent des troubles du comportement alimentaire. Puis du coup, la psychologue, elle n'était pas que dans soigner les troubles du comportement alimentaire, elle était dans me soigner moi, en fait, soigner tout autour. Et du coup, c'était vraiment chouette. Moi, je suis assez saine, dans ma relation à la nourriture. Maintenant, je diabolise plus rien. Des fois, ça m'arrive de trop manger ou de manger quand j'ai pas faim, mais c'est pas grave, j'écoute mes envies. Et en fait, ça fait tellement de bien. C'est waouh, c'est incroyable. Après, on se sent tellement léger en fait. Et ça, au début, c'était des petites journées où je me disais waouh, aujourd'hui ça va et tout. Et puis après, ça revenait. Et maintenant, c'est pratiquement, c'est tellement constant. Je me pose plus trop la question. C'est pour ça, je pense qu'il y a peut-être plein de choses que j'ai oubliées parce que ça me paraît tellement loin. Alors que finalement, c'est assez récent. C'est physiologique un peu la nourriture. Ça nous fait du bien de toute façon parce que par exemple, le sucre, ça déclenche des choses dans le cerveau et tout. D'accord. Et du coup, c'est normal en fait de chercher le réconfort dans la nourriture. Et du coup, par exemple, pendant le confinement, qui ont été des périodes très dures psychologiquement, je pense, pour beaucoup de personnes, c'est normal d'avoir ces moments où je grignotais en permanence parce que j'avais besoin de ça en fait. Et je l'accepte en fait maintenant. Et je suis plus dans me culpabiliser, dans vouloir me faire du mal aussi parce que pendant un moment, vraiment, les crises, c'était aussi me faire du mal en fait. Et maintenant, non, la nourriture, c'est vraiment un plaisir. Alors, des fois, je mange parce que je suis stressée, parce que je m'ennuie, mais ça arrive quoi. Comme tout le monde, comme beaucoup de gens. Oui. Il y en a d'autres qui vont chercher leur refuge dans le sport. Et moi, ce qui est drôle, c'est que maintenant aussi, je fais beaucoup plus de sport. Et en fait, je le fais plus. Je me sens plus obligée en fait. Je suis vraiment dans une relation beaucoup plus apaisée. Alors, la relation à mon corps, je dirais pas qu'elle est complètement apaisée parce que je sais que j'ai toujours peur de grossir et que quand je maigris, je me sens un peu mieux et voilà. Mais c'est plus central et j'en fais plus c'est plus le centre de ma vie. Et en fait, je me rends compte que c'est tellement minime par rapport à tout ce que je vis à côté. Je veux dire, c'est tellement pas important de mon poids et ce à quoi je ressemble par rapport à toutes les autres belles choses que je vis à côté. C'est des moments bien et puis on mange trop et c'est cool. C'est chouette, on partage et je veux dire, notre corps il sait en fait. Oui, j'ai entendu une diététicienne il n'y a pas longtemps qui disait qu'il fallait suivre ce que faisaient les enfants. C'est-à-dire qu'un enfant, à un moment donné, il va te dire stop, j'ai plus faim. Avec ses gestes, j'en veux plus. Ouais.
Et nous, en fait, comme ce que faisaient nos parents à un moment donné, il faut finir ton assiette. Donc, ouais, on réfléchit et trop. en fait, on coupe cette... je sais pas comment dire, mais en fait, ce mécanisme naturel de tu stoppes quand t'as faim. Et ce qui fait qu'après, petit à petit, on sait plus quand est-ce qu'on a plus faim, etc. Et on est dans les bonnes quantités. Alors ça, c'est beaucoup manger. Et alors qu'à la base, on sait, Alors qu'à la base, ton corps, il le sait quand il a faim, quand il a plus faim. Et on oublie ça, étant adulte, à cause de ça, du fait de devoir finir son assiette. Aujourd'hui, on a des tuppers. Oui, t'as plus faim, tu mets dans un tupper. Bah oui, non, mais c'est vrai, il y a plein de... Enfin, oui. Et c'est bien de faire ça. Enfin, je trouve que c'est une bonne solution, en tout cas. Bah, moi, il y avait une phrase aussi qui m'avait un peu marquée. Alors moi, je sais que le gaspillage, j'ai beaucoup de mal avec ça. En gros, notre corps, c'est pas une poubelle. Enfin, vaut mieux mettre... vaut mieux être à la poubelle, tant pis, que... Enfin, tant pis, non, parce que c'est pas bien de gaspiller, mais bon, déjà, pour qu'un truc se périme, voilà, il faut y aller, il y a quelques jours en général de délai. Oui. Enfin, en fait, il y a tellement de règles, de croyances, et en fait, pour moi, c'est vraiment important de se reconnecter à soi, en fait. Et en fait, du coup, ça m'a vraiment appris du coup, à me reconnecter à mon corps, mais aussi à moi, en fait, et ça a tellement eu d'impact sur le reste de ma vie, en fait, de mes envies, de me reconnecter aux autres, voilà. Et puis c'est en plus ça m'a ouvert tellement de portes parce que du coup tout ce côté de culture des régimes et tout ça m'a amené aussi à m'intéresser au féminisme, parce que du coup ça touche beaucoup les femmes et toute cette pression qu'on met sur le corps des femmes et ouais, non, du coup, c'est hyper intéressant. Il n'y a pas que les femmes, mais c'est grand. Oui, c'est beaucoup les femmes. Non, mais ça touche beaucoup d'hommes aussi. Enfin, en fait, il y a beaucoup un tabou sur les troubles du comportement alimentaire chez les hommes. C'est ça. Je pense que là, ça s'ouvre beaucoup sur les femmes. En fait, je pense. C'est vrai. Je pense que ça s'ouvre beaucoup sur les femmes, mais malheureusement, il y a beaucoup d'hommes qui le vivent aussi et qui n'osent pas en parler parce que c'est encore plus tabou chez les hommes. Plus tabou, oui. Et non, c'est vrai. Je pense que voilà, on est très dans une société qui met en avant le corps des femmes et tout. Mais en vrai, c'est vrai qu'on met énormément. De toute façon, voilà, c'est ce que je disais, on est dans une société. On est dans une société grossophobe et ça touche les hommes comme les femmes, de toute façon. Et du coup, pour conclure, moi je voulais savoir qu'est-ce que tu pouvais conseiller à une personne qui dans ton entourage, par exemple, qui écoute le podcast, qui vit ça, ou une personne qui a quelqu'un dans son entourage qui vit ça. C'est deux choses différentes. Voilà, deux choses différentes. Pour la personne qui vit ça, je pense... Comme je disais tout à l'heure, c'est déjà d'accepter. C'est pas de votre faute en fait, non. C'est comme ça, c'est une maladie déjà. Enfin, les troubles du comportement alimentaire, c'est une maladie. Ça peut toucher n'importe qui. Il faut se faire aider en fait. Enfin, faut pas rester tout seul avec ça. Homme ou femme, faut en parler à des personnes en qui on a confiance ou à des professionnels si on se sent pas dans notre entourage, s'il y a personne dans notre entourage. Alors ça coûte cher malheureusement. Enfin, voilà, pour l'instant c'est dans les 50 €. Là, pour avoir un psychologue, c'est un peu près ça. Il y a certaines mutuelles. Après, il y a des psychiatres aussi. Les psychiatres, c'est les rembourser. Il y a les CMP. Alors voilà, le problème, c'est de tomber sur des professionnels qui sont sensibilisés et qui sont spécialisés ou en tout cas qui ont une connaissance parce que c'est quand même assez spécifique. Il y a le site du groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. Je sais qu'il y a un référencement du coup de spécialistes, du coup spécialisés dans les troubles du comportement alimentaire et il y a des diététiciens aussi, je crois, parce que du coup il y a aussi pour les personnes du coup en surpoids et obèses. J'ai trouvé comme ça la psychologue et elle travaillait aussi elle proposait des ateliers sur l'image au corps parce que c'est très lié aussi ça. Enfin, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire aussi sur l'acceptation de soi et de son corps. Mais moi, je sais que la thérapie de l'alimentation intuitive, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Enfin, ça m'a beaucoup aidé et conforté dans ce que je pensais être bon, en tout cas pour moi. Et ça m'a beaucoup aidé à déculpabiliser ce que je vivais et voilà. Chercher des ressources en fait, pas rester tout seul avec ça, pas culpabiliser parce que voilà, en plus c'est le titre du podcast un peu, mais pas en faire un tabou parce que c'est important. Enfin, de toute façon c'est légitime ce que vous vivez et il y a pas de c'est pas mal et c'est pas grave en fait. Enfin, on peut se dire aussi c'est pas grave, ça va passer, voilà, c'est qu'une phase. Non en fait, si ça devient trop important dans votre vie et que ça vous fait souffrir, il faut pas rester avec ça. Il y a une personne qui je pense c'est pareil, ne pas avoir peur de poser des questions, en fait, il y a des manières de faire, évidemment, peut-être pas frontalement comme ça, au milieu d'un repas de famille, dis donc oui. Mais t'as pris un peu de poids. peut-être prendre la personne, enfin, il faut sentir aussi, parce que c'est difficile d'aborder des sujets. Moi, je sais qu'il y a des personnes, j'ai des amis qui étaient mal à l'aise avec mon mal-être et qui savaient pas trop comment m'aider et qui savaient pas trop comment le gérer.
Mais je pense que si on a envie d'aider la personne, oui, il faut en parler. Si la personne, elle n'est pas dans des processus de se faire aider aussi, bah, juste l'écouter, en fait, déjà, c'est beaucoup d'être une oreille, pas juger, surtout pas. Et montrer qu'on est présent, en fait, de montrer qu'on est là et qu'on est à l'écoute. Et peut-être se renseigner aussi de son côté, du coup, parce que, bah, voilà, parce que des fois, la personne, elle peut avoir du mal à en parler. Et du coup, bah, de son côté, peut-être écouter d'autres témoignages de personnes qui vivent la même chose ou lire des livres, pour voir un peu ce que ça peut être. Et puis peut-être que du coup, on a plus le vocabulaire pour en parler avec la personne. On sait peut-être plus. Parce que des fois, on peut être un peu. C'est pas grave, ça arrive d'être maladroit, mais voilà, si on est un peu mal à l'aise avec ce que vit la personne, bah, de se renseigner, ça peut donner des billes aussi. Voilà. Et puis des fois, si c'est trop lourd, par exemple, quand ça peut être des membres de la famille et tout aussi, bah. On peut se faire aider aussi. Je veux dire, il faut en parler aussi. Je veux dire, des fois, ça fait souffrir aussi de voir quelqu'un en souffrance. Donc, voilà, de toute façon, la communication et l'acceptation, pareil, c'est accepter ce que vit la personne et ne pas juger. C'est la clé, c'est un peu la clé de tout. Et puis après, accepter que ça prenne du temps parce que moi, j'étais pressée de m'en sortir. J'étais pressée d'en finir avec tout ça. Je me disais, bah, demain, c'est bon, j'arrête. Demain, c'est fini. Et en fait, non, ça se fait pas du jour au lendemain et c'est un long chemin et des fois ça revient, il faut accepter que c'est là et des fois, je sais pas si ça peut vraiment partir. Moi, ça c'est une question que j'ai pas résolue, est-ce que Michel a besoin d'y répondre? Moi, j'ai l'impression que ce sera toujours un peu en moi, mais en tout cas, ça peut aller mieux, et ça peut aller même juste tout court en fait, et faut avoir confiance en soi, mais se laisser le temps que ça aille en fait. Voilà. Bah, super. Bah, merci beaucoup. Merci pour ton temps et ton témoignage. Bah, merci à toi de m'avoir écouté, de m'avoir reçu. C'est important. Je suis contente de l'avoir fait. Bah ouais, ça t'a peut-être fait du bien aussi, je sais pas. Ouais, non, c'est vrai que du coup, c'est de revenir sur tout ça. Ça fait un beau bilan du coup. Ouais, c'est ça, un petit bilan. C'est ça, voilà. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. Et voilà pour l'épisode de Léonie. Aujourd'hui, elle est sur une bonne voie et j'espère qu'elle pourra, par ce témoignage, vous aider à mieux comprendre cette maladie. L'épisode est également disponible sur YouTube en version vidéo. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et de le partager le plus possible. Cela nous permettra de nous faire connaître et de pouvoir libérer les paroles. Retrouvez-nous sur notre site internet sanstabou-podcast.com, sur Instagram @sans-tabou-, ou bien par mail sanstabou.podcast@gmail.com si vous souhaitez témoigner ou tout simplement papoter avec Manon et moi. Je vous dis à très vite et surtout soyez sans tabou.